Il est né à Montréal le 24 octobre 1945. Il a été l'un des criminels les plus sanguinaires de l'histoire canadienne. Il était craint de tous. Il avait un caractère bouillant. On le disait psychopathe. Il a été considéré comme le criminel le plus dangereux de tout le Canada. On le comparait à Jacques Mérine. Voici l'histoire de Richard Blasse, alias le Chat. Richard Blasse a vécu sa jeunesse dans le quartier Rosemont à Montréal. Blasse était un garçon intelligent mais indiscipliné qui ne reconnaissait aucune autorité. Très tôt, il quitte l'école et commence à mener une petite vie de voyou en commettant des vols. Richard Blasse a beaucoup de problèmes avec son caractère. C'est un homme qui était violent et colérique. Il se dirigea vers la boxe pour tenter d'exorciser cette violence en lui. Malheureusement pour lui, la boxe ne sera d'aucune aide. Blasse était un homme qui voulait dominer et n'acceptait pas de plier l'échine devant personne. Lorsqu'il perdit un combat contre Michel Gouin, Blasse ne trouva pas mieux que de vouloir le poignarder. Blasse sera arrêté pour assaut. Les conséquences seront minimes cette fois pour lui, alors qu'il ne passera qu'une seule nuit en prison. Blasse ne retiendra jamais de leçons de qui que ce soit, et ce n'est pas une petite nuit en prison qui va le faire réfléchir. Entre 1965 et 1975, Richard Blasse se fait arrêter un nombre impressionnant de fois. Il sera condamné à 23 reprises pour ses méfaits. À l'époque de Blasse, la mafia de Vic Cotroni dominait complètement Montréal et le Québec tout entier. La puissance du clan était incontestable. Avec le support de la grande famille de New York, les Bonanno, nul ne pouvait remettre en question cette domination. Pendant ce temps, Richard Blasse s'élève peu à peu dans le monde criminel. Il s'intéresse grandement aux grandes familles de New York. Mais son intérêt n'était pas d'intégrer ce milieu. Bien au contraire, Blasse est les mafieux. Il en a marre de voir leur domination partout dans la ville. À chaque coup qu'il réalisait, Blasse devait en donner une partie à la mafia. C'était une loi inacceptable pour lui. Pourquoi donner cet argent alors que c'était lui qui avait pris tous les risques? Il a un rêve insensé en lui. Au péril de sa vie, il se croit en mesure de renverser la mafia des Calabrais, dirigée par Vic Cotroni. Est-ce que Richard Blasse était un homme sans peur? Il est très facile de l'affirmer, car il n'a jamais reculé devant personne. Était-il un homme inconscient? On peut également l'affirmer. Quoi qu'il en soit, le projet de s'attaquer à la puissante mafia montréalaise était tout à fait sérieux. Au début du mois de mai 1968, Richard Blasse va faire une première tentative pour ébranler les Calabrais de Vic Cotroni. Avec l'aide de Robert Allard, il va tenter de tuer nul autre que Frank Cotroni, puissant capot de l'organisation et frère du parrain Vic Cotroni. Blasse ratera sa cible car Cotroni était bien gardé. Néanmoins, il parvient à tuer les deux gardes du corps du mafioso. Dès cet instant, la tête de Richard Blasse sera mise à prix par la mafia. Devant la dangerosité du criminel, il est à se demander qui pouvait avoir le plus peur l'un de l'autre à cette époque. Le surnom de Blasse n'était pas surfait. On l'appelait le Chat. La mafia pouvait bien courir après lui.
Il fallait l'attraper. Richard Blass ne s'arrête pas là. Il va se battre avec des membres du clan. Les frères DiMailo sont aussi une cible pour lui. Il leur envoie des menaces de mort. Blass est dans une frénésie où il croit naïvement pouvoir mater tout un clan. Si Blass était déterminé, il en était de même pour le clan Cotroni. Il fallait coûte que coûte se débarrasser de celui qui avait osé s'attaquer à eux, et de plus, pour ajouter l'insulte à l'injure, presque en solitaire. On tenta plus d'une fois d'éliminer Blass. À l'aide de solides informations données par des gens du milieu, on repéra l'endroit où Blass se cachait. Le manoir Plaisance de Saint-Hippolyte servait de retraite aux dangereux criminels. L'occasion était parfaite pour en finir avec lui. Des hommes de main ont incendié en douce le domaine. 3 personnes décédèrent lors de ce violent incendie. Mais Richard Blass, le chat, réussit à se sauver. À une autre occasion, on le repère en plein jour sur la rue Sainte-Catherine à Montréal. En dépit des codes, on ouvre le feu sur lui. Mais le chat est toujours insaisissable. Il s'en tire sans la moindre égratignure. Si la première tentative de Blass contre Cotroni avait été faite presque en solitaire, les choses allaient peu à peu changer. Petit à petit, il s'était formé un petit clan autour de lui. De plus en plus, il était en mesure de mener une guerre aux mafieux de la ville. Il ne faut pas oublier qu'en 1968, Blass n'avait que 23 ans, mais il était à la tête d'un groupe où personne n'allait contester son titre de chef. Le groupe de Blass sera très actif. Ils tueront même des Italiens qui n'ont aucun lien avec le crime organisé. Le 27 mai 1968, c'est un garçon de table, Giuseppe Colizza, qui est tué sans aucune raison. Robert Allard, quant à lui, va tirer sur Joey Di Marco, un autre Italien sans lien avec la mafia. En plus d'avoir la mafia sur le dos, Richard Blass attire les regards de toute une communauté. De plus en plus, sa vie est celle d'un fugitif. Le 24 août 1968, 2 tueurs au service des Calabrais entrent dans un bar où Blass avait été repéré. Ils ouvrent le feu immédiatement sur lui. Mais encore une fois, le chat parvient à s'échapper. Plus loin dans la rue, on continue à tirer sur lui. Blass, encore une fois, parvient à sauver sa peau. Il commence à avoir une réputation au travers même de la mafia. On dit de lui qu'il n'est pas tuable. Si on s'en prend à Blass, il y a un prix à payer. Il se vengera immédiatement en tuant un couple qui a des relations avec le milieu. Ils seront retrouvés étranglés dans le coffre de leur luxueuse Cadillac. Blass est en guerre et n'a peur de rien, même pas de la mafia des Calabrais. Richard Blass a survécu à toutes les tentatives de meurtre sur sa personne. On l'appelle le chat, mais ce n'est pas un être surnaturel. Le clan Cotroni ne lâche pas l'affaire. En octobre 1968, on réussit à le coincer dans un garage du nord-est de Montréal. Blass est atteint à la tête. Il est blessé gravement, mais réussit encore une fois à s'en sortir pour se rendre lui-même à l'hôpital Jean Talon. Un patient atteint par balle se doit d'être signalé aux autorités par l'équipe médicale. Blass est hospitalisé. Les policiers viendront à sa rencontre. Au grand détriment des Cotroni, ce sont les assaillants de Blass qui sont arrêtés
lors de cette fusillade. Un procès aura lieu. Richard Blass sera assigné comme témoin dans toute cette affaire. À la surprise des procureurs, Richard Blass respectera un certain code d'honneur. Il refusera d'identifier ses agresseurs, qui avaient pourtant déchargé leur arme à feu sur lui. Blass se donne en spectacle à la façon de Jacques Mérine. Il semble qu'il gagnera quelque peu le respect du clan à cette occasion et qu'un semblant de trêve s'installera. En début d'année 1969, les circonstances feront que la mafia sera débarrassée de Blass pour un certain temps. Blass est arrêté lors d'un braquage raté et cette fois-ci, il se fait attraper par la police. Blass se retrouve à la prison de Bordeaux en attente de son procès. Il sera par la suite condamné à 4 peines de 10 ans de prison. Il semble que la vie criminelle de Richard Blass est terminée. Richard Blass, alias le chat, n'a pas dit son dernier mot. Au mois d'octobre 1969, il réussit à s'évader avec 7 autres détenus. La cavale de Blass ne durera que 2 jours. Les policiers vont rapidement remettre la main sur lui. C'est dans cet épisode que Blass va rencontrer pour la première fois un homme qui va le regarder dans les yeux et qui va lui tenir tête. Un homme aussi dangereux que lui, mais un homme qui est du côté de la loi. Albert Lissacek a la réputation d'être le policier le plus craint de toute la sûreté du Québec. Il est connu dans tout le Canada. Toute la fraternité policière est en admiration devant cet homme sans peur qui peut faire face à n'importe qui, Richard Blass inclus. Pour ajouter à sa légende et à son image de marque, Lissacek a toujours en sa possession une mitraillette 1927, identifiée à l'époque d'Al Capone à Chicago. C'est lui qui est en charge d'escorter au palais de justice Richard Blass jusqu'à Sherbrooke. C'est lors de cette escorte qu'une discussion légendaire va avoir lieu entre les deux hommes. Lissacek est de marbre et laisse Blass parler, n'étant guère impressionné par ce dernier. Lissacek en a vu d'autres, et ce n'est pas Blass qui va l'ébranler. Blass lui dira les mots suivants. « Tôt ou tard, les membres de mon gang vont bloquer la route pour me délivrer. » Lissacek a réagi immédiatement en collant son arme sous le nez de Blass, en lui disant les mots suivants. « Richard, si on se fait attaquer, la première chose que je ferai sera de te flamber la tête. Ensuite, je vais me défendre. » Pour une fois, Richard Blass cessa ses bravades. Il se rendit compte qu'il avait affaire à quelqu'un qui avait de l'envergure, qui n'avait pas peur de lui, et qui ferait ce qu'il disait. Plus jamais il ne tentera d'intimider Lissacek. Richard Blass va continuer à purger sa peine jusqu'en 1974. On n'entend plus vraiment parler de lui. Il est à l'ombre avec une lourde peine. Richard Blass fait maintenant partie du passé de l'histoire criminelle de Montréal. Le 21 juin 1974, Blass et 4 autres détenus se cachent dans le chariot à linge. Ils maîtrisent les agents correctionnels et prennent le contrôle du camion de la buanderie. Ils s'échappent. Mais un appel anonyme permet aux autorités de mettre la main au collet de Blass dès le lendemain. On ramène Blass en cour
avec une armée d'agents bien armés pour l'accompagner. Le 23 octobre 1974, Blas va faire une nouvelle tentative d'évasion. Et cette fois-ci, ce sera la bonne. Jocelyne Derege, une ancienne copine, le visite en compagnie de son fils. Derege a réussi à introduire 3 armes à feu dans le pénitencier. Blas et les détenus vont prendre des otages et parvenir cette fois à s'évader. L'évasion de Blas fait la une dans tous les journaux au Canada et sur la côte est des États-Unis. Richard Blas, le chat, est l'un des hommes les plus recherchés au Canada et on n'a pas fini d'entendre parler de lui. Blas est bien caché. Cette fois-ci, les policiers n'ont aucune idée de l'endroit où il se trouve. Blas écrira une lettre au solliciteur général du Québec. Il dénonce les conditions de détention des détenus à la prison Saint-Vincent-de-Paul. Il veut que les journalistes visitent l'unité spéciale de correction. Il prétend que les hommes sont traités comme des animaux. Il menace de tuer des gens si on ne satisfait pas ses demandes. Les autorités connaissent Blas et sont parfaitement conscients qu'il peut très bien mettre ses menaces à exécution. C'est ainsi que les journalistes vont visiter la prison. Malgré tout, Blas ne se calme pas. Il continue à faire les mêmes menaces. Blas ne s'est pas échappé pour se terrer dans un trou. Sa vie criminelle va se continuer. Il a des comptes à régler avec certaines personnes qu'il n'a pas oubliées. Blas a une haine féroce envers Raymond Laurin et Roger Lévesque. Ces 2 hommes ont témoigné contre lui en 1969 lors de son braquage raté. Il les retrouve au cabaret Gargantua, sur la rue Beaubien à Montréal, et les abat tous les deux le 30 octobre 1974. Richard Blas continue à faire parler de lui. La ville est sur le qui-vive. Le chat est de retour. Il continue de menacer. Si Richard Blas fait parler de lui d'un océan à l'autre, il va maintenant commettre son crime le plus répugnant. Blas n'a plus rien à perdre et jure de ne jamais retourner en prison. Le 21 janvier 1975, aux environs de minuit, il retourne, accompagné d'un complice, Fernand Baudet, au cabaret Le Gargantua. Il tue froidement le tenancier, qui est un ancien policier qu'il n'avait pas oublié. Par la suite, il enferme les 12 clients qui étaient présents dans un petit local et cadenasse la porte, les privant de toute possibilité de sortir. Sans aucun état d'âme, Blas met le feu. 12 autres personnes vont périr dans l'incendie. Ces 12 personnes étaient des inconnus pour lui. Ils étaient tout simplement au mauvais endroit, au mauvais moment. Richard Blas vient de commettre le crime de trop. Il n'est plus l'homme le plus recherché au Canada. Il est maintenant le dossier prioritaire du corps policier. Désormais, il faut en finir avec Richard Blas. Albert Lissacek affirme que Blas voulait accéder à la célébrité avec ce crime ignoble. On monte une escouade spéciale qui a un mandat très simple: régler le problème du chat. La mission n'a pas besoin de plus d'explications. Les détails sont inutiles. Richard Blas doit être éliminé. Cette escouade s'appelle la Frappe. Elle est formée de policiers d'élite.
les meilleurs de la police de Montréal et de la Sûreté du Québec. Il ne faut pas s'étonner d'une chose, le fameux Albert Lissacek en fait partie. Les moyens mis à la disposition de cette escouade sont impressionnants. Toutes les informations amassées vont faire en sorte qu'en 3 jours seulement, ils ont repéré Richard Blass dans un chalet à Val-David le 24 janvier. L'escouade appelée La Frappe se rend sur place. Sans sommation, les policiers pénètrent dans le chalet et mitraillent Richard Blass de 27 balles. Cette fois-ci, le chat ne pourra pas échapper à son destin. Richard Blass a fini de semer la terreur aux 4 coins de Montréal. Il aura tué 21 personnes, commis de multiples braquages et a été mêlé à plusieurs fusillades. Il ne pouvait terminer sa vie que de cette façon. Il a vécu dans la violence et il est mort dans la violence. Richard Blass est décédé à seulement 29 ans, mais il a atteint son but. Il est entré dans la légende des grands criminels de son époque. Sa mère, folle de chagrin, se suicida à son tour quelques années plus tard. Claude Poirier est né le 26 octobre 1938 à Montréal. À partir de 1960, il a commencé une carrière de chroniqueur judiciaire qui a duré plus de 50 ans. Il a été négociateur lors de prises d'otages à diverses reprises. Il est le reporter par excellence au Québec. De plus, Poirier est la vedette de 3 livres écrits à son sujet. Il a toujours joui d'une crédibilité certaine aux yeux du public. Il a gagné la confiance des autorités policières autant que celle de dangereux bandits qui exigeaient sa présence lors de prises d'otages ou d'enlèvements. Les criminels au Québec, il les a tous connus. Il leur a tous parlé à un certain moment. Quand on lui demande de se remémorer Richard Blass, il devient très volubile. Pour lui, Richard Blass était un vrai criminel endurci et très dangereux. Il précise que Blass est l'un des plus dangereux criminels de l'histoire canadienne. Au sujet de Richard Blass, il s'est exprimé en ces mots. Richard Blass était un meurtrier. J'ai eu beaucoup de sympathie pour sa mère. Elle s'est malheureusement enlevé la vie. J'ai connu Richard Blass au début de sa carrière criminelle. Il m'avait fait des menaces parce qu'il n'avait pas aimé ce que j'avais écrit dans le journal le dimanche matin et dit à la radio, à propos du meurtre d'un jeune Italien, qu'il détestait les Italiens et la mafia. Par la suite, Poirier va s'exprimer à propos du meurtre collectif que Blass a commis au cabaret Le Gargantua. À partir de son évasion du pénitencier de Saint-Vincent-de-Paul, Richard Blass est devenu complètement fou. Ce qu'il a fait au cabaret Le Gargantua sur la rue Beaubien, c'était terrible. Richard Blass soupçonnait un gars d'être un informateur de la police. Ce soir-là, il est entré avec un complice. Après ça, Blass est devenu extrêmement dangereux. À partir de ce moment, le sort de Richard Blass était scellé. Les autorités policières avaient des instructions en haut lieu. Il fallait en finir une fois pour toutes avec Richard Blass. 3 jours plus tard, c'était la fin de celui que l'on surnommait le chat.